Bonjour, je suis Gabriel, professeur de médecine en congé sabbatique, ici à l'université de Kinshasa, en RDC Congo. Je suis juste à côté des cliniques universitaires et il s'agit de mon podcast intitulé Sabbatique en Afrique francophone. Aujourd'hui, mon invité est la professeure Thérèse Bisselele du département de pédiatrie. Bonjour Thérèse. Bonjour Hugues. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu quel a été ton cursus académique? Je suis Thérèse Bisselele, comme vous l'avez dit, professeure à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, actuellement chef de service de néonatologie. J'ai fini mes études à l'UNIKIN, mes études de médecine en 1996. Et puis, comme j'étais académique, j'ai poursuivi ma carrière académique. Je suis allée en formation en France en 2004 à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. J'ai fait de la réanimation néonatale pendant 12 mois. De retour, j'ai été en quête à un projet de recherche pour un PhD. C'est ainsi que les portes m'ont été ouvertes à la KU Leuven en Belgique, où j'ai décroché mon PhD en 2014. Depuis lors, je suis professeur à la faculté de médecine de l'UNIKIN. J'ai poursuivi une activité de recherche. Disons que je suis restée dans la lancée dans le domaine de mon PhD. J'ai travaillé sur la nouvelle approche diagnostique et thérapeutique de l'asphyxie périnatale en République démocratique du Congo. Donc durant mon PhD, ce sont de nouveaux outils diagnostiques du PhD, notamment nous avons l'approche clinique, le Thompson Score, l'approche paraclinique avec le CFM, Cerebral Function Monitor, que nous avons appris et que nous utilisons ici dans notre service. Et j'ai appliqué le traitement de nouveau-nés par cooling, par hypothermie. Les enfants qui ont souffert de l'asphyxie. Ça veut dire les enfants qui sont nés sans avoir respiré. Et je poursuis mes recherches dans ce domaine-là. Une chose que je me pose toujours comme question, c'est de voir à quel moment ta vocation d'étudier la médecine a apparu. Est-ce que tu avais des modèles? Oui, la vocation de médecine, c'est depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance. Modèle comme tel, non, je ne vois pas tellement. Mais par contre, c'est parce que j'aime servir, j'aime bien rendre service aux gens. Et j'ai trouvé que c'était bien de me dévouer pour les autres, pour soigner les autres, des gens qui étaient en difficulté. Et j'avais toujours de l'attraction pour les enfants, depuis l'enfance. Voilà pourquoi je me retrouve en pédiatrie et en néonatologie. Et malgré tout, à l'heure actuelle, peut-être, est-ce qu'il y a même des modèles africains qui te semblent être des personnes importantes pour toi et qui t'inspirent? Oui, des modèles chez moi, oui. Je vais commencer par chez moi. Des modèles, quand je vois à la faculté, l'histoire de notre faculté, il y a des grands hommes, des grands hommes de la médecine, à commencer par chez moi, en pédiatrie. Mon maître, le professeur Tadi, était un modèle pour moi. Quand je suis arrivée en spécialisation, c'est lui qui m'a accueilli. J'étais dans son service en néonatologie et depuis lors, j'ai eu le goût de faire de la néonatologie. À part ça, en dehors de la pédiatrie, il y a plein de professeurs à la faculté qui sont des modèles. Et même de là où je viens, à Leuven, j'ai plein de modèles. Mon promoteur, professeur Norlas, Gunnar Norlas, c'est un modèle et plein d'autres professeurs. Est-ce qu'il y a des moments dont tu es particulièrement fier que tu pourrais nous relater ici? Oui, j'ai eu des moments qui ont marqué ma carrière, notamment après mon stage à Paris, en France. À mon retour, j'avais tellement fait un très bon stage que le chef de service de Paris a fait un très bon rapport à l'ambassade de France et qui a réhabilité mon service de néonatologie, qu'il a équipé.
qui a équipé la néonatologie. Et il y a eu beaucoup de modifications. Alors, les choses ont démarré là. Et avec mon contact de la Belgique, j'ai ramené également de l'équipement, notamment des choses qui n'existaient pas ici, telles que le matériel pour le cooling, les traitements par refroidissement, la photothérapie intensive, beaucoup de matériel. Et je donne aussi de l'élimination un peu chez les jeunes. Je vois que les jeunes sont attirés à faire de la néonatologie. Et ça me réjouit beaucoup. Et à l'inverse, peut-être des moments de regret ou des obstacles, des choses qui ont été difficiles, des choses que tu n'as pas réussi à accomplir? Oui, ça ne peut pas manquer dans une carrière. Et chez moi, en fait, je le vis jusqu'à présent, je le vis jusque-là. J'ai fait affaire à une population qui est démunie, qui est pauvre. Vous savez, il n'y a pas de subvention. Les soins ne sont pas subventionnés chez nous. Et je le vis quotidiennement dans ma carrière en néonatologie. Je reçois des nouveau-nés qui posent des problèmes, des prématurés, des grands prématurés. Et c'est la famille qui se prend en charge, qui achète tout, le médicament, qui prennent en charge le laboratoire, l'imagerie. Et souvent, je suis bloquée. Je suis bloquée parce que je sais ce qu'il faut faire, mais je ne peux rien faire. Voilà. Ça, c'est des moments difficiles que je vis. Malheureusement, jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore résolu. Pour revenir un petit peu à ta carrière académique, une chose à laquelle on parle beaucoup dans le monde occidental, c'est la promotion des femmes dans le monde académique. Est-ce que tu es une des seules femmes professeurs ici? J'en ai vu peut-être quelques autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que tu penses que la progression académique est différente pour une femme que pour un homme ici? Pas du tout, pas du tout. Pour une femme déterminée, comme je l'étais, comme je le suis jusqu'à ce jour, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière sur le plan académique. J'ai fait mes études normalement et j'ai rempli toutes les conditions et je me retrouve là professeur d'université. Et je vous ajoute quelque chose, c'est que j'ai été à la direction de l'hôpital, des cliniques universitaires. J'ai été nommée comme médecin directeur adjoint de l'hôpital. Et à un moment donné, le directeur de l'hôpital était indisponible et c'est moi qui ai dirigé cet hôpital pendant plus d'une année. Ça veut dire que ma qualité de femme n'a pas été un obstacle. D'accord. À l'heure actuelle, naturellement, on voit que l'hôpital, l'université et de manière générale, le Congo est encore face à de nombreux défis. Qu'est-ce qui te donne, quand tu parles avec tes collègues et tu vois un peu ton environnement, de l'espoir pour le futur ici? Oui, de l'espoir pour le futur, c'est d'abord la volonté que je vois dans les individus, la volonté qui est en nous. Au niveau de la faculté de médecine, nous avions fait un plan stratégique de la faculté où on a fait l'analyse de la situation et comment remédier à tous ces problèmes. Donc il y a cette détermination. Et voilà, je vois aussi les autorités qui arrivent, qui ont beaucoup de volonté. On s'est dit, avec la détermination, la volonté, les choses vont changer. Nous faisons de notre mieux pour recadrer les choses, notamment résoudre les problèmes de base. Comme je vous ai dit là, si c'est possible, nous voyons dans quelle mesure nous pouvons influencer les choses pour revoir le budget de santé dans notre pays. Parce que tous les problèmes se situent à ce niveau-là. Ma dernière question, si tu avais la fameuse baguette magique, là, qu'est-ce que tu changerais en premier autour de toi? Qu'est-ce que j'ai changé en premier? Oui, c'est plein de choses. En premier, je changerai les budgets. D'accord. Le budget alloué à la santé. Oui. Je veux allouer un budget assez important à la santé, aux soins médicaux. Comme ça, les patients qui viennent sont pris en charge, sont subventionnés et les choses se dérouleraient normalement. Mais aussi de la recherche, parce qu'un grand frein, nous sommes universités, un grand frein à notre développement, c'est le manque de recherche. Nous n'avons pas de recherche. Moi, j'ai eu cette grâce d'être supportée par
une université, la KU Leuven. J'ai eu des partenaires qui ont supporté mon projet de thèse. Mais ici sur le site, il y a plein d'universitaires qui ont des projets qui sont très intelligents, qui ont beaucoup de bonne volonté, mais ils sont limités par manque de budget. Donc voilà, le budget pour la santé et la recherche. Bon, peut-être que lorsque tu seras ministre de la santé et de la recherche, tu pourras allouer ce budget. Je te remercie infiniment, professeur Billy Selele, pour cet entretien. J'ai beaucoup appris. Je désire aussi dire merci à nos auditrices et auditeurs qui nous suivent depuis plusieurs mois. J'ai encore deux choses à vous dire. Mon podcast, mon prochain, sera toujours enregistré à Kinshasa en RDC, où je suis encore ici pour quelques temps. Et j'espère que, comme moi, vous êtes aussi intéressés par les défis de la vie académique en Afrique francophone. Et je vous invite à vous inscrire sur notre site abriellab.org, abriellab.org. Je vous souhaite tout bon, portez-vous bien et au revoir Thérèse. Au revoir Hugues et merci.